Yo, petite vidéo du coup sur une de Bertille que je ne connaissais pas. J'étais féministe. Donc on va encore avoir le fameux truc de la red pill, etc. Blablabli, blablabla. Oui, j'étais féministe, mais maintenant j'ai compris que le monde était comme si, il était comme ça. Bref, j'ai commencé à regarder une bonne partie et il y a des choses plutôt horribles, donc je préviens. Nous y sommes, bonjour à tous. Yo. Aujourd'hui je vous fais la vidéo sur le féminisme, ma vision du féminisme actuel et globalement comment ma pensée a évolué autour du féminisme. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo pour plusieurs raisons, parce que je veux parler du féminisme d'un point de vue J'ai quand même augmenté la vitesse. légèrement historique, parce que j'essaye de montrer en quoi chacun des mouvements féministes a pu apporter du positif comme a pu apporter de grandes catastrophes, parce qu'il y a aussi ma propre expérience que j'essaye de mettre en lumière, donc c'est assez compliqué. Mais du coup, je me suis... Hum, bah j'espère qu'elle dira quelles sont ces fameuses grandes catastrophes que le féminisme a pu engendrer. Voilà. Euh, Toujours, je pense de toute façon, on va toujours avoir droit au même discours. Hein. C'est le fameux euh, oui, mais moi, vous comprenez, j'étais pour le féminisme d'avant parce que avant, les féministes se battaient pour le droit, etc. Comme si les féministes actuels ne se battaient pas pour le droit maintenant. Mais bon, visiblement, avoir des salaires égaux, visiblement, ça, Je me suis dit comment c'est pas commencer la vidéo. suffisant. Eh bien, on va simplement parler de moi et de comment je me suis construite autour du féminisme. Il faut savoir que comme absolument toutes les jeunes filles actuelles, je me suis considérée comme féministe. Chose que je ne savais pas à l'époque, c'est que déjà il y a plusieurs types de féminisme et que quand on utilise aujourd'hui le terme féminisme, c'est qu'on se considère comme féminisme intersectionnel et libéral. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire le féminisme intersectionnel? Est-ce que tu sais ce que c'est que le féminisme libéral? Je sais que de toute façon qu'après elle ne sait pas ce que c'est que ce que c'est que le féminisme intersectionnel et c'est même pas que lié au féminisme. Enfin bref. Mais bon, résumer le féminisme actuel à ces deux courants de pensée, c'est un petit peu limite quoi. Ouais. C'est comme si je disais que la droite c'était juste des royalistes. Ouais, ça fait un peu tâche. C'est ce qui se cache derrière le terme, puisque c'est la majeure partie des personnes qui utilisent ce terme le font pour ça. Et du coup, quand j'étais jeune, j'ai vécu les mains baladeuses, les regards d'hommes de 20-25 ans de plus que moi, toutes ces choses-là, ces formes d'agression, ces formes de perturbation qui ont fait que naturellement, je me suis penchée vers le féminisme. Et malheureusement, j'en suis revenue, et vous verrez pourquoi par la suite. Et puis il faut savoir aussi qu'à l'époque, forcément j'étais beaucoup moins éduquée, et que donc c'était l'époque de Emma Watson pour He for She, je sais pas si vous vous souvenez de cette époque. I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think my own body. I think Pourquoi on l'invite elle et pas une prostituée indienne? Trop cool. Pourquoi pas? Peut-être parce que c'est une figure féministe qui est connue. Voilà. Ouais. Incroyable. Enfin, bref. Passons. Et ce qu'elle déblatérait, c'était des platitudes à faire pleurer. Mais moi, du haut de mes 15 ans, c'était voilà, c'était la vérité révélée, c'était il faut s'accepter, il faut s'aimer, il faut aimer les autres, il faut les aider dans leurs moments de difficulté, blablabla. Et maintenant tu y es passé. Il faut plus accepter les autres, il faut les faire souffrir, etc. On va voir, on va voir. Pour moi, c'est une vérité. Et donc, j'étais là-dedans. Hein. J'étais la fille qui collait des messages féministes dans son lycée, tout ça. J'ai tout fait. Enfin, tout. Je l'ai fait en tout cas. Bon, on va voir que par la suite, certes, elle a peut-être été féministe, mais je suis pas sûr qu'elle ait compris le but et le sens du féminisme.
Et quand on regarde, finalement, est-ce que coller des collages sur les murs a changé quoi que ce soit à la condition des femmes? Je sais d'avance que la réponse est non. Est-ce que la condition de la femme s'est vraiment améliorée depuis la fameuse troisième vague? La réponse est non. Ah bon? Peut-être parce que c'est compliqué. Parce que s'il suffisait de coller des affiches pour que le monde aille mieux, ça se saurait. Et que pour que le monde change, il faut déjà qu'il y ait une majorité de personnes qui soient d'accord pour faire changer. Parce que, par exemple, je sais pas, je vais dire demain, je sais pas, peut-être que dans ma vie, je sais pas, je vais dire un truc à la con, j'aimerais que qu'il y ait je sais pas, que les chiens n'aient pas de laisse. Mais pour que ça avance, il faut que je parle avec des gens pour leur justifier que le fait que le chien n'ait pas de laisse, c'est bénéfique. Et ça prend du temps. Et donc, comme il y a beaucoup à faire changer les choses dans le monde, c'est complexe. Une seule personne seule ne suffit pas. C'est pour ça que les gens cherchent à convaincre et à se regrouper. Parce que si on veut faire changer les choses, il faut qu'on soit nombreux et nombreuses pour que la société change petit à petit. Et malheureusement, on sait très bien, par exemple, que l'État et les lois, enfin tout ce qui est législatif, a facilement plus d'une dizaine d'années de retard, si c'est pas deux. Le temps que la culture, les mentalités changent, ça prend du temps. Bref, les choses ne se font pas en un claquement de doigts. C'est complexe. Et surtout, que lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui se disent le féminisme c'est pas bien, c'était mieux avant, et qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Enfin bref. Et pourquoi je continue quand même à en parler? Parce que j'ai entendu ce terme récemment aux États-Unis, et je me suis dit que c'était vraiment un terme très intéressant, c'était common sense feminism, le féminisme du sens commun. Et je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut parce que il y a une réalité, c'est que les deux sexes vivent des expériences très différentes, douloureuses chacune à leur manière. Et là, on est tout de suite dans la binarité. Et c'est chiant. Tout simplement, c'est que chacun vit les choses différemment. Chacun des difficultés qui lui sont propres. Enfin, au bout d'un moment, il n'y a pas que hommes et femmes, vous voyez. Vous pouvez très bien prendre 10 hommes différents, et ces 10 hommes vont avoir des difficultés différentes. Faut arrêter avec se dire, oui, les hommes vivent comme ci, les femmes vivent comme ça. Non, c'est complètement faux. Déjà, ça n'a aucun sens. Mais surtout, c'est faux, parce que c'est juste une simplification à outrance de la réalité. Et que chacun a des difficultés. Au bout d'un moment, vous pouvez très bien, par exemple, être handicapé, vous n'allez pas avoir la même difficulté qu'un autre homme qui n'est pas handicapé. Bref, il y a plein de choses qui changent. Et juste dire, les hommes vivent comme ça, les femmes qui vivent comme ça, c'est faux. Et que donc, il n'est pas illogique de penser qu'il puisse exister un mouvement politique qui porterait, pour chacun, leurs besoins ou leurs revendications à l'échelle politique. Nous allons donc commencer notre... Oui. Là, c'est plus un truc de définition, quoi. Parce qu'au final, on pourrait remplacer le terme féministe par lutte pour l'égalité, quoi. Voilà. Mais oui. Enfin, des hommes peuvent très bien être féministes et quand même vouloir défendre certaines inégalités que les hommes pourraient avoir. C'est pas interdit à ce que ça. Notre petit tour du féminisme, très très court, mais avant de commencer, j'aimerais pouvoir dire à tous ceux qui m'ont déjà dit oui, mais si tu critiques le féminisme d'avant, tu ne veux pas le droit de vote, et tatati, et tatata. On a le droit de critiquer des choses. Et les gens qui essayent de discréditer votre parole en disant que si vous avez l'audace de contredire une chose qu'ils pourraient dire sur un sujet, en vous catégorisant direct en tant que facho, néo-nazi ou machiste, sauf si vous l'êtes, eh bien vous pouvez leur dire d'aller se faire foutre, puisque l'idée étant non seulement le débat, mais aussi le non-consensus qui nous permet d'avancer. Sinon, béni oui, les femmes sont gentilles et le monde est dur. Ah oui, le débat est possible. Et tout
tout comme on a t'as droit de critiquer par exemple certaines parties du féminisme, on a droit aussi de critiquer ton discours et de dire pourquoi il est problématique. Ce qu'on peut voir dans les vagues féministes, c'est que les deux premières sont des vagues de légalisation. Elles ont toutes les deux des revendications de droit. La première, bien sûr. Navré, mais la troisième a aussi des revendications de droit. Je sais pas, c'est juste pour dire, avant c'était mieux et maintenant. Bien sûr, c'est le droit de vote. Et aussi une certaine forme d'accès au travail. Même si, encore une fois, j'en reviendrai par la suite, mais les femmes travaillaient déjà. Et la seconde vague, c'est une vague qui concerne plus donc, la libéralisation sexuelle. Même avant, il y avait la possibilité d'avoir son propre compte bancaire, ce qui est important, parce que, les femmes travaillaient, mais tout le salaire qu'elles avaient, c'était le mari qui l'avait, quoi, donc elles pouvaient pas faire... Bref, c'était nettement plus compliqué. Et puis il y a d'autres choses, enfin bref... qui a une dimension encore plus culturelle et qui a comme objet de légalisation la pilule et l'avortement. Alors bien sûr, rien n'est jamais aussi simple. Moi, quand on parle de libéralisation sexuelle, je pense à la femme de Hugo qui se tapait Sainte-Beuve ou Sainte-Beuve, appelez-le comme vous voulez. Je pense à la reine Hortense qui a eu un enfant illégitime avec Talleyrand. Et je me dis que la libéralisation sexuelle et les orgies, ça concernait quand même pas mal de monde. De la même manière, pour ce qui est du travail et de l'oppression que subissaient les femmes. Alors, les siècles industriels ont quand même beaucoup modifié les rapports hommes-femmes et aussi l'urbanisation qui crée toujours de la paupérisation puisque le travail en ville et le travail à la campagne n'est non seulement pas le même, il n'est pas non plus en même quantité. Oui, et je pense que tu oublies certaines choses, c'est que même avant la République, etc., c'est que les conditions des femmes, par exemple, sous la noblesse et la royauté, quand t'étais noble, ça allait. Oui, par contre, quand t'étais du tiers état, c'était nettement plus compliqué. Enfin bref, c'est toujours plus nuancé que juste dire oui, c'est la faute en fait au capitalisme qui a... Non, c'est nettement plus complexe que ça. Et aussi les femmes pour un certain temps, et justement jusqu'à la première... Puis même la libération sexuelle, non, ça n'a pas toujours été... déjà rien qu'avant, la contraception, ça pouvait nettement être plus compliqué pour les femmes. Enfin bref. Je sais pas, il y a toute cette vision de se dire oui, avant la République, tout était rose, tout était bien. Non. Non, c'était différent, mais les femmes n'étaient pas non plus. C'était pas l'égalité entre les sexes, très loin de là. Enfin bref. Mais bon, c'est des sujets qui sont très compliqués et délicats, et pour ça, moi j'ai pas les connaissances suffisantes pour vous parler, par exemple, de comment se passait l'égalité entre les sexes au XIIIe siècle, au 8e siècle. Non, je n'ai pas les compétences pour ça. Et juste dire des choses, non, il faudrait des spécialistes sur le sujet. Mais bon, je doute qu'il y avait une égalité. Je pense que c'est nettement plus complexe que ça, mais... La première vague féministe, même peut-être la seconde d'ailleurs, entre les deux, n'était pas considérée comme capable de travailler dans une usine. Je vous ai résumé globalement les deux premiers mouvements du féminisme. Je reviens si les femmes pour un certain temps, et justement jusqu'à la première vague féministe, même peut-être la seconde d'ailleurs, entre les deux, n'étaient pas considérées comme capables de travailler dans une usine. Je vous ai résumé globalement les deux premiers mouvements du féminisme. Je reviendrai sur le second mouvement qui a créé énormément de problématiques pour les femmes et les hommes un peu plus tard. Mais pourquoi donc je me suis désolidarisée complètement de cette troisième vague, et qu'est-ce qu'elle est finalement? Eh bien c'est un micmac. Quand on dit féminisme libéral ou féminisme intersectionnel, on entend directement que c'est le bordel. Le féminisme libéral et intersectionnel a comme grande caractéristique, c'est de dire que tout et rien sont possibles. Littéralement, c'est de la physique quantique politique. Là, tu veux juste dire que t'as pas compris, en fait, quelles sont les revendications. Puis même, ça dépend des femmes, etc. Oui. Et puis même, c'est complexe. C'est aussi une manière de penser le féminisme mondial. Et ça, je pense aussi que c'est une erreur politique énorme de croire qu'on peut penser un mouvement à une échelle aussi grande. Je pense... Et pourquoi ça serait une erreur, en fait, de se dire, tiens, je peux me battre à la fois pour les droits des femmes dans mon pays et aussi de manière internationale. Parce que oui, par exemple en France, oui, il y a encore beaucoup de problèmes d'inégalité, etc. Mais il y a des pays où c'est bien pire.
Et donc oui, on aimerait aider ces femmes qui sont dans des conditions horribles. Je pense que, surtout quand on parle de questions de genre, on ne peut pas essayer de penser les choses à grande échelle parce que la situation des femmes en France, en Arabie Saoudite ou en Inde n'a absolument rien à voir. En France, quand on regarde la pauvreté, ce sont les hommes qui en souffrent le plus. Et d'ailleurs, j'ai lu récemment, donc comme vous le savez peut-être avant. Et donc, qu'est-ce que ça prouve en fait concernant le féminisme et les situations des femmes? Que ceux qui sont majoritairement touchés par la pauvreté sont des hommes. Ça veut dire qu'il y a aussi des femmes qui sont touchées de base. Et donc, je sais pas, est-ce que cela montre une certaine égalité entre les sexes pour d'autres choses? Bref, je ne sais pas. Oui, les situations sont différentes. Oui. Et en quoi dire? Ah bah non, les situations sont différentes, bah on va pas... Ah non, on va pas aider les autres femmes des autres pays. Qu'elles se démerdent, on s'en fout. On se servait des bains publics, même si maintenant on a des douches chez nous, mais les gens les plus pauvres s'en servent. Et l'État s'est alerté sur l'état de paupérisation quand ils se sont rendus compte que des femmes commençaient, et le nombre de femmes qui allaient au bain public augmentait, puisque normalement ce sont majoritairement des hommes. En France, la grande pauvreté concerne plus les hommes que les femmes, alors que dans la plus grande majorité du monde, ce sont les femmes qui souffrent le plus de pauvreté. Oui. Et en quoi cela justifierait-il le fait qu'on ne puisse pas aider les femmes hors dehors de son propre pays? C'est pourquoi il est très difficile de comparer nos pays et d'autres pays. Je reviendrai encore. Bah si, c'est tout à fait possible de comparer les différents pays. Justement parce qu'ils ne sont pas identiques. Et justement, ça a un sens de voir comment, en fonction de la culture, etc., des religions qui sont présentes, de quelle forme politique à l'État, bref, de voir comment ça évolue pour les femmes, leurs droits, etc. Et c'est bien peut-être d'aider toutes les femmes et non juste les femmes d'un seul pays. Je sais pas, quand on veut, par exemple, qu'il n'y ait plus d'esclavage, on fait en sorte qu'il n'y ait plus d'esclavage dans le monde. Si on veut qu'il n'y ait plus de femmes battues, on fait en sorte d'aider toutes les femmes qui sont battues et pas se dire « Ah bah non, celles qui ne sont pas dans mon pays, je m'en fous. » Mais donc comment je me suis sortie de cette histoire de féminisme libéral, féminisme intersectionnel? Eh bien je regardais autour de moi, et je regardais mes copines qui étaient, certaines copines ou même d'autres gens qui étaient à fond derrière le féminisme, etc. Et elles ne seraient jamais sorties avec quelqu'un de plus petit qu'eux, elles ne seraient jamais sorties avec quelqu'un de pauvre, elles ne seraient jamais sorties avec quelqu'un comme ci ou comme ça, et je me disais donc c'est ça, et je me suis... Donc, tes bases, déjà tu prends que des exemples. Littéralement tu nous dis que tes copines ont juste des préférences, voilà, en fonction de qui elles ont envie d'être. Concernant la pauvreté, je pense qu'il y a des personnes qui cherchent activement des personnes en pauvreté, voilà, pour être en couple. Mais oui, surtout qu'en fait, tout ce qui va être norme de beauté est constamment poussé par la société, etc. Et que c'est plus compliqué que juste dire oui, tout le monde est touché, même les personnes qui se disent féministes. Et donc, en quoi ça t'empêche d'être féministe? Finalement, demander est-ce qu'on est sorti de quelque chose en fait. Parce que le but c'était ça, c'était de sortir du carcan du mariage, du carcan de ceci, du carcan de cela. Non, le but c'était de donner le choix. Le but c'était de donner le choix aux femmes de dire si t'as envie de te marier, tu te maries. Si t'as pas envie, t'es pas obligé de te marier. Je pense que tu n'as pas du tout compris ce qu'était le féminisme. À chaque fois, le but c'est de donner le choix aux femmes. Beaucoup de personnes disent par exemple que le féminisme interdit les femmes d'être au foyer, mais vous n'avez rien compris en fait. Si vous voulez être femme au foyer, il n'y a pas de problème. Si vous avez des enfants, il n'y a pas de problème. Si vous voulez avoir une carrière, il n'y a pas de problème. Vous très bien être une femme qui veut une carrière et avoir des enfants. Faut arrêter avec ces trucs de dire le féminisme aussi. Non,
C'est complètement faux. Le féminisme, c'est donner le choix aux femmes et d'arrêter avec ces stéréotypes stupides. Et finalement, on s'est retrouvé dans un carcan qui, à mes yeux, est beaucoup plus complexe encore, qui est le carcan biologique. Et c'est finalement là-dessus que je me pose de grandes questions. Finalement, en fait, on pourrait comprendre Mathilde. On va se recentrer sur la biologie. Ou comme on dit l'extrême droite, c'est juste pour justifier tous les comportements par les gènes, etc. Je doute qu'ils aient vraiment fait des études de biologie, je doute qu'ils savent comment fonctionnent les gènes, etc. Mais au bout d'un moment, oui, notre biologie, etc. peut impacter sur certaines de nos actions, etc. Mais si vous oubliez une très grande partie qui nous forme, ça va être la culture, qui on a rencontré, etc. Vous pouvez pas comprendre comment une personne a évolué en ne prenant en compte que la biologie. C'est impossible, c'est ridicule. Vous voyez, en fait, il y a tellement de facteurs qui forgent une personne que juste prendre le facteur de la biologie n'a aucun sens. C'est en fonction de l'éducation, avec qui cette personne a eu lieu, ses difficultés dans sa vie, est-ce qu'elle a eu des maladies, bref. Il y a tellement de choses qui forgent un individu que juste prendre un facteur et le prendre comme prédominant, c'est stupide. Enfin, c'est juste du cherry picking, en fait. Le féminisme, comme une tirade contre en fait, le progressisme, voire même le conservatisme, si on y réfléchit aussi, mais... en fait, c'est simple, c'est que le féminisme actuel est persuadé qu'il peut exister un progrès, c'est-à-dire qu'avant c'était pire et maintenant c'est mieux. Et en fait, quand on regarde l'histoire et ce qui s'est passé, on peut considérer que certaines choses se sont améliorées, mais qu'au contraire d'autres se sont beaucoup aggravées. Waouh, hello, ça mouille. Et si il y a des courants progressistes et des courants conservateurs, la preuve, il y a plein de personnes qui souhaitent que la société ne bouge plus, ou même certaines personnes veulent revenir en arrière. Et il y a des personnes qui veulent faire changer les choses. Donc oui, le progressisme, c'est pas juste se dire on va tout changer, non, c'est de se dire il y a des points problématiques, on va essayer de faire progresser ces points problématiques pour que ça aille mieux et qu'ils ne soient plus là. Et que finalement en fait ni progressisme ni conservatisme n'existent, c'est une lutte incessante pour essayer de trouver un équilibre en fait. Aujourd'hui encore, Emma Watson est l'image du féminisme libéral, du féminisme intersectionnel. Et quand on regarde son Instagram, on peut voir ça. I am no longer together, blablabla. Et ça. Ouais, les trucs Black Lives Matter, etc. L'intersectionnalité, donc elle a été inventée par celle qui a inventé aussi la théorie critique de la race, donc Kimberly Crenshaw. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec la théorie de la race, etc., c'est que le contexte américain et notre contexte français est extrêmement différent. Déjà parce qu'il y a encore pas si longtemps aux États-Unis, il y avait la ségrégation, voilà. Et donc oui, quand il y a des personnes qui sont encore vivantes aux États-Unis qui ont connu la ségrégation, comment ils voient la race, etc., est très différente de la nôtre. Par exemple, je sais plus les chiffres ou quoi que ce soit, mais par exemple, je sais que je crois que c'est 40% des couples sont avec des personnes qui sont pas de la même couleur. Bref, aux États-Unis, je crois que c'est 3%. Donc, ces théories de la race, alors je sais pas, je l'ai pas lu, je suis pas spécialiste sur le sujet, j'en sais rien, mais peut-être qu'elle est valide aux États-Unis et pas forcément en France. Vous voyez, c'est plus complexe que juste. Et pour comprendre ce que c'est, regardez simplement la dernière saison de Sex and the City, qui est l'idéologie. Alors, on va parler de l'intersectionnalité. C'est pour parler, par exemple, des discriminations que peuvent recevoir des personnes. Et donc, contrairement à ce que pensent certains, je pense à psychodéliques, etc., qui ont compris que l'intersectionnalité, c'était j'ai retrouvé le mot, en plus je l'ai dit il y a 2 secondes. Les discriminations se cumulent. Non, c'est pas du tout ça, ce qui a été dit. C'est que, par exemple, si vous êtes une femme, vous allez avoir une certaine forme de discrimination. Si vous êtes une
noire, vous avez une certaine forme de discrimination. Mais par exemple, si vous êtes une femme noire, votre discrimination, ça va pas être la discrimination d'une femme et la discrimination d'une personne noire. Ça va être une discrimination totalement différente. Et c'est ça l'intersectionnalité. Intersectionnalité, voilà. C'est juste dire que non, les discriminations ne s'ajoutent pas, mais elles sont différentes. Par exemple, deux femmes trans vont avoir des discriminations différentes en fonction de leur couleur de peau. Et elle part du postulat, donc non seulement que les femmes, les hommes, les femmes surtout, peuvent faire ce qu'elles veulent, et que personne n'a le droit de dire quoi que ce soit hormis elles-mêmes, ce qui est une pure pensée libérale. Non, ça s'appelle juste la liberté en fait. Que n'importe qui peut faire ce qu'il veut du moment que ça ne nuise pas à l'intégrité ou la liberté d'autrui. Et dans un second temps, que les luttes convergent. C'est-à-dire que tout opprimé qui existe, d'une manière quelle qu'il soit, peut se reconnaître dans le féminisme, le validisme, LGBTQ+isme, etc., etc. Quand on regarde... Oui et non en fait. Parce que justement, chaque discrimination est différente, mais je pense que une personne qui est discriminée peut comprendre ce que c'est que d'être discriminé. C'est tout, en fait. Ça paraît con, mais c'est juste de l'empathie, en fait. C'est juste, si tu t'es déjà... Par exemple, si t'es déjà tombé en vélo et que tu t'es fait mal, si les autres tombent en vélo et qu'ils se font mal, tu vas comprendre ce qu'ils vont ressentir. C'est juste de l'empathie. Ça ne fonctionne pas. Déjà, la première chose que moi j'ai vue, et j'avais lu ça et je me suis dit, mais dans ce cas-là, quel est le rapport ? On ne peut pas comparer les États-Unis et la France. Aux États-Unis, donc d'après le livre d'Emmanuel Todd, les mariages exogamiques, donc en dehors de la race, comme ils aiment à le dire, sont de l'ordre de 3%. En France, c'est 40%. 40%. Donc déjà, essayer de comparer ce que voudrait dire l'intersectionnalité aux États-Unis et l'intersectionnalité en France, not a good idea. De même... peut-être parce qu'il faut réajuster les différents... en fait... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, il y a un concept et après, il y a différentes variables. Et en fonction des pays, vous réajustez les variables. Mais oui, comparer la France et les États-Unis, ça dépend sur quoi, mais ça peut être compliqué. Et l'intersectionnalité, je pense que peut être comparable, par exemple, en France, parce que ça n'a rien à voir avec les races, etc. Mais par exemple, c'était quoi l'autre théorie ? C'était sur théorie de blablabla. Ça, je pense pas que à mes yeux, le féminisme et le voile, désolé, ne convergent pas. Alors, le féminisme et le voile, ça ne converge pas. Je suis d'accord. Enfin, en fait, pour moi, c'est plutôt simple. Soit le voile, c'est un objet religieux, voilà, et donc tout musulman devrait porter le voile. C'est soit tout le monde porte le voile, soit personne. Mais c'est vrai que si c'est uniquement les femmes qui doivent porter le voile, c'est sexiste. Voilà. Et ça rentre donc pas dans l'idéologie féministe. Féminisme et l'accueil de jeunes hommes ayant aucune situation et une culture dans laquelle la femme n'a pas du tout la même place que la nôtre, ça ne converge pas, non. Donc là, c'est un peu con, mais non, en fait. Déjà, les immigrés viennent pour diverses raisons. La plupart, c'est pour fuir la pauvreté, la guerre, la discrimination, etc. Et on peut très bien les accueillir et leur dire vous pouvez très bien rester chez nous, mais si vous restez chez nous, vous devez respecter les lois et les coutumes locales. C'est aussi simple que ça. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas ce que tu proposes, c'est juste... non, je veux pas penser. Et enfin, pour moi, le féminisme et le porno, le féminisme et... surtout le porno en fait, parce que bizarrement le porno me choque beaucoup plus que la prostitution, mais ça c'est pour des raisons trop complexes pour m'étaler là-dessus, mais envoyez en commentaire si ça vous intéresse. Alors,
le porno et la prostitution, ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes. Je pense surtout la prostitution. Parce que je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet pour pouvoir en discuter. Et voilà. Concernant la pornographie, c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes dans le porno. Il y a eu beaucoup d'abus qui ont été faits, etc. Mais je pense sincèrement qu'on peut faire de la pornographie éthique. Et je pense même que ça peut être bénéfique, parce qu'il y a tellement un tabou au sujet de la sexualité que des gens puissent peut-être parler entre eux au niveau de la sexualité, de voir, ça peut aider beaucoup de gens. Je pensais justement, j'avais vu un témoignage par exemple d'un couple amateur qui faisait du porno. Et par exemple, des fois, ils faisaient des lives et ils faisaient des questions-réponses. Et justement, c'était bénéfique parce que ça aidait les gens à pouvoir poser des questions sur leur sexualité, pour dire leurs problèmes, etc. Et c'était tout à fait bénéfique. Donc, faut arrêter de penser que le porno, ça peut juste être mauvais. Oui, il y a de gros problèmes, notamment avec les gros labels, etc. Bref, oui. Mais je pense qu'on peut clairement faire du porno qui soit éthique, et qui soit bien pour tout le monde, quoi. Bref. Et c'est en cela aussi que je respecte les autres mouvements féminismes, qu'ils soient radicaux ou qu'ils soient ceux d'Alice Cordier ou même de Dora Muto. Non pas que je sois d'accord avec tout ce qu'ils prônent, mais ils prennent un angle d'attaque déjà en général étatique, ce qui a clairement plus de sens que prendre un angle d'attaque mondial, et elles choisissent un angle de visée, un angle qui concerne des problématiques liées aux femmes, et elles s'y attaquent. Elles ne nient pas forcément qu'il y a d'autres problèmes, ou d'autres choses qu'il faudrait faire, mais elles se concentrent sur un aspect des choses, et elles s'y engagent. Oui. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, je vais m'attaquer à tout, donc en partant de la seconde vague, mais tout ce que je vais dire découle de ça. Et donc pas mal des choses que je vais faire, dont je vais parler sont soit extraits du livre d'Emmanuel Todd, Où en sont-elles, soit du livre The Case Against Sexual Revolution de Perry, et après de choses que j'ai pu lire à droite à gauche et qui ont étayé mes propos. Pour moi, la vision qu'on a aujourd'hui de la femme, n'en déplaise, la place, on va dire, de la femme depuis la révolution sexuelle, se caractérise par une hypersexualisation permanente que les femmes et que les féministes tentent de masquer. C'est faux. C'est faux. Parce que avant, il y avait déjà une hypersexualisation du corps de la femme. Juste... arrêtez juste les conneries. Ou de nier en disant que ce serait une forme de contrôle sur les corps, de dire que non, aller à l'école avec un mini crop top, je parle pas qu'on voit voilà, mais en tout cas que le corps des femmes pourrait être sexuel en fait. Alors non, ce que les féministes disent, et la plupart, notamment par exemple quand on parle des seins, etc., c'est que le corps à la base il n'est pas sexuel. Il est sexuel uniquement dans certaines situations. Et c'est ça le problème, c'est que cette sexualisation à outrance, c'est pas le féminisme qui le propage. C'est plutôt le patriarcat, etc., qui fait une objectification des femmes et qui montre en fait le corps des femmes comme quelque chose de désirable, comme un objet sexuel. Mais peu importe en fait que, normalement, peu importe qu'une femme porte des vêtements amples ou courts, ce n'est pas une sexualisation, c'est juste une femme qui porte les vêtements qui lui font plaisir, et des vêtements dans lesquels elles se sentent confiantes, en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a juste un malentendu, en fait. Je pense que pour toi, toutes les affiches qu'on voit sur les pubs, etc., tu penses que c'est le féminisme. Mais non. Mais non, ça c'est le patriarcat, c'est surtout le patriarcat et le capitalisme qui fait miroiter justement... qui sexualise justement les corps, beaucoup plus le corps des femmes, mais aussi on voit par exemple dans tous les pubs de parfum, etc., même les hommes sont hyper sexualisés. Ce sont toujours des canons de beauté qui respectent
exclusivement certaines caractéristiques. Et voilà, ce sont juste montrer des objets de désir. Mais ça, c'est pas le féminisme. C'est pas du tout le féminisme. Le féministe dirait même, on peut très bien avoir les seins à l'air, mais c'est pas quelque chose de sexuel, quoi. C'est juste, c'est notre corps. Pourquoi on devrait avoir aussi honte de notre corps? Voilà, c'est la négation du fait que le corps des femmes pourrait être sexuel. Et bien sûr, l'histoire la plus connue, c'est l'histoire du téton sur Instagram. Alors, mesdames et mesdemoiselles, laissez-moi vous apprendre qu'en fait, ce que fait Instagram, c'est un robot qui fait ça pour éviter qu'on se retrouve avec de la pornographie sur Instagram. Non. Si tu veux peut-être parler d'érotisme, d'accord, mais non, je pense que les robots sont très bien capables de faire la différence entre une poitrine, voilà, juste une femme qui a les seins à l'air, et des scènes représentant plusieurs individus ou une personne seule en train d'avoir des rapports sexuels ou des actes de masturbation. Voilà, le robot est très bien capable de faire la différence. Non, c'est juste une sexualisation encore du corps de la femme. Parce qu'on interdit, en fait, de montrer certaines parties du corps des femmes. Alors que, je sais pas, même à la base, les seins, ils sont là surtout pour nourrir le nourrisson. Et ça n'a rien de sexuel. Instagram, et oui, les seins font partie des caractéristiques sexuelles secondaires. Et je veux dire, si vous avez déjà couché avec un homme et qu'il n'a pas touché votre poitrine, vous me paraissez assez étrange. Alors on fait quoi? Si vous êtes déjà avec un homme et vous avez pendant votre rapport sexuel, il n'a pas touché votre pied, on va vous s'interdire de montrer vos pieds? Ça n'a strictement aucun sens, en fait. D'accord? Je rappelle, même pour certains, par exemple, les lobes d'oreille peut être une zone érogène. Ce n'est pas parce que d'ailleurs ça fait partie des caractéristiques secondaires sexuelles que c'est quelque chose de sexualisant. On peut par exemple parler de la barbe pour les hommes, et je suis désolé, on va pas empêcher aux hommes de montrer leur barbe parce que cela ferait partie de leur caractère sexuel secondaire. Faut arrêter les conneries. Donc je suis désolée, mais non, les seins ne sont pas toujours neutres. Ils sont neutres, sauf lorsqu'il y a des situations de sexe, etc. Voilà, c'est pas compliqué en fait. Le corps est neutre, sauf qu'il est dans des situations sexuelles. C'est aussi simple Ça ne que veut pas ça. dire que je suis au contraire en faveur de l'allaitement public, puisque en fait ça s'appelle la nature. Mais non, Et le corps humain, ça s'appelle pas la nature? Faudrait que tu sois pense un pas peu non plus logique. que, le corps soit neutre. Cette hypersexualisation, elle est liée donc au problème qu'il y a autour du marché sexuel. Et donc j'y vois plusieurs problèmes, donc le problème que je viens de vous énoncer. Un autre problème aussi, c'est bien la considération tout simplement que l'on obtient des autres quand on se comporte et qu'on se considère comme un corps et uniquement comme un corps, et donc le message qui transmeut dans la société. Parce que qu'une femme ou qu'un groupe de femmes ou considère que s'hypersexualiser ou se mettre en avant ou ci ou ça, voilà. Mais quand on considère que c'est du sens commun, alors c'est la manière dont on... Mais ça, ce que tu montres, c'est pas du féminisme en fait. Là, ce que tu montres, c'est le patriarcat. C'est juste ce patriarcat, en fait, avec les stéréotypes de genre. Tu nous montres, en fait, ce que tu... Enfin, je pense que tu n'as pas compris ce qu'était le féminisme. Mais là, en fait, caractériser les femmes comme des objets sexuels, c'est le patriarcat qui fait ça. Ce n'est pas le féminisme, d'accord ? considère la femme qui change aussi. Et donc, la manière dont on considère les rapports... Et donc, littéralement, tu es en train de nous dire, parce que les femmes occidentales ont tendance à avoir des tenues où elles se sont confiantes, etc., où elles n'hésitent pas à montrer certaines parties de leur corps, tu dis que c'est pour ça que les hommes les considèrent comme des objets ? Non, tu n'oserais pas. Sérieux. La manière dont on considère le fait d'attendre avant d'avoir un rapport, la manière dont est considéré le rapport dans le sens où... Attendez, t'attendre avant d'avoir un rapport ? En fait, c'est pas compliqué, d'accord ? Là, le but, c'est pas d'instaurer des règles complètement bidons. Au bout d'un moment, le but, quand vous voulez avoir un rapport sexuel, c'est le consentement des différentes parties.
point. Que les deux veuillent faire l'amour le premier jour de rencontre ou dans 2 ans après, il n'y a aucun problème. C'est personnel. J'ai eu de grandes discussions ces derniers temps sur la hookup culture. Je ferai une vidéo là-dessus aussi, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais à quel point ça peut... Non, évite. Ah, elle va encore nous parler comme quoi, oui, c'est dégradant pour les femmes d'avoir plusieurs relations. Putain, mais faites ce que vous voulez, sérieux, c'est pas compliqué de se... C'est en règle s'occuper de son générale catastrophique pour les femmes et pour les hommes. Non, c'est juste, au bout d'un moment, les coups d'un soir, bah c'est pas catastrophique en fait. Ce sont juste des personnes qui ont envie de s'amuser, elles sont toutes les deux consentantes, etc. Point. Puis il y a la notion liée au sein problématique de la femme, qui est réelle. C'est son dégoût d'être un objet, son dégoût d'être regardé, son dégoût de... Voilà. Et en même temps, sa volonté d'être un objet, qu'on peut voir dans les pratiques sexuelles que je connais des femmes, qui sont en général plus dans la soumission que les hommes. Ah, c'est fatigant. Bref, on va parler de BDSM. Je pense que ces personnes en fait ne comprennent rien du tout. Déjà, on va parler que... d'ailleurs, je pense qu'elle va parler de ça parce qu'elle a vu sur les sites de rencontres... Non, je crois que c'était sur les sites porno ce que les femmes recherchent le plus, etc. Déjà, on va déjà parler dans un premier temps de fantasmes. Parce que, chose incroyable, vous voyez, il y a des personnes qui ont des fantasmes, mais qu'elles ne souhaitent pas réaliser. Vous voyez, donc, il y a par exemple des fantasmes sexuels que des personnes vont, pour les réaliser, vont les regarder via des vidéos porno, mais qu'ils ne feraient pas dans la réalité. De plus, on va parler de la soumission. Quand on parle de soumission, on ne parle pas d'objectification, ça n'a strictement rien à voir. Le but de la soumission, enfin bref, même du BDSM, etc., c'est que généralement c'est fait avec des personnes avec qui on a extrêmement confiance. C'est fait dans certaines conditions. Il y a notamment les safe words, donc le mot où si ça commence à déraper, on dit le mot et tout s'arrête. C'est crucial. Il faut savoir que dans la pratique BDSM ou de soumission, peu importe le rôle, tout peut s'arrêter à un moment juste avec un mot, d'accord ? Bref, qu'on vienne pas me dire oui, les femmes... Non. Bref. Et ensuite, le but n'est pas d'être vu comme un objet, mais par exemple, on va par exemple parler de soumission. Certains partenaires aiment bien se sentir soumis parce que c'est un petit peu lâcher prise et faire totalement confiance avec la personne avec qui on a un rapport. C'est ça qui peut être agréable dans la soumission, c'est de se dire j'ai tellement confiance en cette personne que peu importe ce qu'il fasse, je me sentirai bien et en confiance. Bref, ça peut être... Tu peux le voir de façon différente, mais bref. Déjà, c'est complètement dégueulasse de penser que toutes les femmes préféraient être soumises. Je sais pas d'où tu sors ça, enfin bref. Les pratiques sexuelles de chacun, du moment que c'est consentant et que cela ne nuit pas à autrui, bien sûr. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. La pédophilie, la zoophilie, la nécro... Comment c'est Merde. Bref, toutes ces horreurs, c'est bien sûr niet. Tout simplement, pas parce que, dans le cas de la pédophilie, c'est pas compliqué, ça nuit à l'enfant et l'enfant n'est pas en mesure de pouvoir avoir un consentement. Pareil pour l'animal. Il ne peut pas donner votre consentement. Donc de base, il n'est pas consentant. Donc enfants, animaux ou cadavres, de toute façon, si vous avez des rapports sexuels, peu importe lesquels, c'est viol. Voilà. Bref. Donc voilà, cette ambivalence permanente qui a lieu. Et quand on vient voir du côté des hommes, et bien c'est ce que j'ai parlé donc, dans la misère sexuelle, la libéralisation sexuelle, ça a créé la possibilité donc de choisir son partenaire et donc de limiter les choix des hommes en termes de partenaires. Et ça, on peut le voir. Faites l'expérience, je l'ai fait récemment, de mettre un Tinder donc pour les femmes et un Tinder pour les hommes et comparer les deux. Alors, on va revenir sur ça. Effectivement, si vous faites un Tinder pour les femmes et un Tinder pour les hommes, vous allez avoir des résultats complètement différents. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'ils font du pognon en fait.
Euh, tout simplement, déjà de base, mais quand généralement la grande majorité des personnes sont hétérosexuelles, donc quand une fille a un match, c'est un match avec un garçon. Donc quand il y a un match, ça veut dire qu'il y a autant de femmes et d'hommes qui ont un match, d'accord? Parce que, bref. Voilà. Il faut aussi dire... où est-ce que je voulais en venir? Oui, sur le modèle de Tinder. Le modèle de Tinder, en fait, c'est un petit peu les modèles de, on va dire, Black de nuit, etc. C'est favoriser les femmes parce que, généralement, ce que pensent les boîtes de nuit, etc., c'est plutôt l'offre, on va dire, de femmes qui va faire venir les futurs clients, donc les hommes. Et donc, surtout quand vous avez un compte gratuit, voilà, parce que ça change complètement différemment. Enfin, vous avez un compte Canon, mais le but, c'est de faire avoir des matchs pas souvent, etc. Et lorsque vous allez payer, vous allez pouvoir justement avoir plus de matchs, etc. Mais c'est leur modèle économique, en fait. Malheureusement, ça marche beaucoup comme ça avec les autres sites de rencontres, etc. Malheureusement, mais c'est comme ça. Mais parler de misère sexuelle, c'est un peu bête en fait. Parce que quand une femme a par exemple du sexe, c'est avec un homme. Et majoritairement, en fait, les personnes qui se plaignent de misère sexuelle sont généralement des personnes qui sont plutôt à l'extrême droite, plutôt misogynes, des fois même qui se deviennent incel. Et en fait, plus ils sont rejetés, et plus ils deviennent misogynes, etc. Et plus, en fait, ils seront encore plus rejetés, en fait. C'est que le problème, c'est que les personnes qui parlent de misère sexuelle, etc., disent que c'est la faute des femmes, et en fait, leur comportement va faire en sorte que ils auront encore plus de difficultés à trouver une partenaire. Simplement, ça paraît con, mais si vous traitez pas les femmes comme des êtres humains, ces dernières n'ont pas envie de se retrouver avec vous dans une relation. Je peux vous assurer que c'est désespérant, c'est triste, c'est affreux à voir. Et puis ça se fait aussi poser la question de du coup comment on va finalement finir par réussir à arranger les relations entre hommes et femmes. Comment ça va se passer en fait tout ça? Alors, les relations entre hommes et femmes, ça me fait marrer. Tous ces trucs qui pensent que... en fait, il n'y a pas la relation entre les hommes et femmes, il y a les relations entre les hommes et femmes, parce que chacun est différent, chaque relation est différente, bref. On va juste faire des divorces et des divorces jusqu'à ce que quelqu'un... Ou est-ce qu'on va avoir vraiment une génération d'hommes sans femmes, d'hommes sans femmes. Ah là, on est sur le truc des divorces, parce que c'est vrai, c'est vrai que quand on interdit les divorces, il n'y a pas de divorce. C'est fou, hein. Ouais, c'est fou, hein. Mais chose incroyable, avant, quand il n'y avait pas de divorce, déjà qu'il était interdit de faire des divorces, déjà, les gens ne divorçaient pas parce que déjà, de 1, c'était interdit, et au final, les personnes se retrouvaient à devoir être ensemble, même s'ils ne se supportaient plus, et puis généralement, c'était des cultures d'amants, d'amantes, bref, vous voyez, tout le monde va voir à côté, mais on fait comme si c'était... voilà. C'est comme si le couple était droit, bref. Maintenant, les gens peuvent divorcer, et oui, quand ils ne vont plus bien ensemble, voilà, et qu'il y a des problèmes, ils divorcent pour plein de raisons. Et en quoi ça serait mal? Oh là là. Je sais pas pourquoi ça serait mal. On devrait forcer les gens à rester ensemble alors qu'ils se... Bref. Peut-être une chose qui pourrait arranger les choses, c'est peut-être apprendre, faire comprendre aux gens ce qui est important dans une relation, c'est comment on se sent avec une personne, et pas juste juste trouver une personne attirante n'est pas suffisant pour se marier avec cette dernière. Voilà, c'est au bout d'un moment, le mariage, c'est partager sa vie, bref. Mais bon, je ne pense pas que les sites de rencontres soient responsables de ça. Faut arrêter les conneries. Pour l'instant, semble être le cas. Pour rester donc sur la question du sexe, du rapport sexuel, donc j'ai parlé d'hypersexualisation, j'ai parlé de la difficulté du marché, et j'avais parlé du viol. C'est un sujet qui m'est extrêmement cher ou coûteux.
l'un ou l'autre. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est celui qui a le plus modifié mon rapport aux hommes, que je le veuille ou non. Parce que s'il y a une donnée permanente dans tous les pays du monde, et qui concerne un genre, les femmes, c'est celui des violences sexuelles. Ça, c'est indéniable. Et toutes les stratégies qui ont été mises en œuvre les millénaires qui ont précédé pour empêcher ça. Pour parler de ça, en fait, je vais dire quelque chose. Alors, t'as pas fini ta phrase. À mon avis, peut-être parce que ce que t'as dit après, c'était tellement immonde que t'as pas réussi. T'as pas voulu le garder. Les stratégies millénaires pour avant faire ça, non. Peut-être que en fait, pendant des centaines, voire ça dépend des pays, etc. Mais peut-être pendant des siècles, voire des millénaires, en fait, le viol a toujours été un tabou et qu'on n'en parlait pas et qu'on faisait comme si ça n'existait pas. Voilà, bref, il y a encore, je crois, je sais plus. Enfin bref. Chose qui m'attirera peut-être pas les foudres, c'est que malheureusement je crois que tout ce qui est de cet ordre-là ne cessera pas. Je crois que c'est quelque chose qui est presque de l'ordre du naturel, et oui, je le dis en ayant mal au ventre de le penser. Ok, donc voilà, si jamais vous savez, si pour vous c'est un sujet sensible, peut-être quitter la vidéo, mais pourquoi je le pense ? Parce que je suis quand même assez persuadée que les pères de famille qui me mataient quand j'étais à la plage n'étaient pas fiers d'eux. Quand je voyais la manière dont certains pouvaient juste me regarder, c'est-à-dire les plus sains d'entre eux. Alors, donc on va revenir un petit peu sur ça. Les pères de famille qui regardent un petit peu les autres, etc. On va rappeler un fait qui est très important, c'est que la majorité des agressions sexuelles sont faites par des proches. Et généralement, en fait, la plupart du temps, les agresseurs sexuels n'ont pas un manque d'accès au sexe. Et ils le font surtout, en fait, parce qu'ils ont le besoin de se sentir supérieur ou le besoin de maîtriser, de maîtriser autrui, bref. Je voyais qu'il ne faisait pas exprès d'être attiré par moi. Ça me rendait dingue, ça me faisait mal, ça me faisait terriblement mal, mais je le vois. Et donc là, elle parle des pères de famille qui seraient attirés par elle. Ça, c'est bien possible, mais une différence entre ressentir de l'attirance et continuer à être respectueux envers autrui, et agresser sexuellement quelqu'un, en fait. Tu vois, tu peux très bien avoir une attirance sexuelle pour quelqu'un et te dire pas non, et rien faire de grave envers autrui, tu vois. Au bout d'un moment, je pense que tout le monde est conscient que notre cerveau, des fois, on ne choisit pas d'avoir une attirance sexuelle pas pour certaines personnes. Mais ce qui est important, c'est que on ne justifie que cela ne justifie pas un viol ou je sais pas quoi, une agression sexuelle. Du moment que ces personnes ne font de mal à personne. Et donc je me suis intéressée au cas du viol et j'ai lu un livre qui s'appelle The Natural History of Rape, qui a eu de nombreux problèmes à l'époque, parce qu'il a décidé de s'intéresser d'un point de vue purement biologique. Quel était l'intérêt du viol ? Ça pue grave. Au bout d'un moment, c'est comme si vous cherchiez justement que les raisons biologiques, qu'il y ait des personnes qui tuent. Non, ça voudrait dire qu'il y ait des gènes pour le viol, etc. Ouais, ça pue. Donc ce livre est aussi un peu laquelle je pense que c'est pas pour rien. Et donc on en est arrivé quand même aux conclusions les plus basiques, que le viol globalement concerne des femmes entre 12 et 30 ans, que le pic est énorme, que... Alors je ne sais pas dans la majorité, mais toutes les personnes sans violence, toutes les femmes en fait sont victimes de violence, peu importe leur accoutrement, peu importe la société, dans le cadre de vie qu'elles sont, leur âge, etc. Que ce sont majoritairement des filles de 15 ans qui sont violées. Donc on voit quand même déjà que c'est quand même extrêmement lié à une question de fertilité.
n'en déplaise, je suis vraiment désolée d'être the bearer of bad news. Ils ont aussi étudié qu'il y a beaucoup plus de déviance sexuelle chez les hommes que chez les femmes, de fétiches, etc. Et qu'en fait, finalement, d'un point de vue, puisque la reproduction, c'est la reproduction génétique, rappelez-vous-en, et qu'en fait, aussi horrible que ce soit, le viol est une extrêmement bonne stratégie pour les gènes, puisque il n'y a pas besoin de s'occuper des enfants, et qu'on peut le répéter de nombreuses fois. C'est un peu dur, mais bah non, ce n'est pas forcément quelque chose de très bénéfique, surtout pour des individus qui vivent en société, voilà, un peu comme les humains. Déjà, je sais pas si c'est très viable dans la nature, etc., plutôt que le rapport consenti, mais non, c'est juste horrible. Et donc, face à ce fait terrible, pour moi, la seule chose qui est possible, c'est la répression. La répression carcérale la plus forte, la plus violente, puisque pour moi, et c'est aussi le problème du féminisme actuel, c'est qu'il refuse cette idée de répression, quelle qu'elle soit. Alors, la répression... En fait, c'est trop tard, en fait, quand on fait de la répression. Le problème... dans ton discours, c'est toi que tu dis le viol, on peut rien faire, voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est juste punir ceux qui ont fait du viol. Mais ça va pas aider les choses en fait. En fait, une fois qu'une personne a violé, c'est trop tard. Il y a déjà la victime. C'est ça qui est terrible. Et parce que les femmes, les féministes, alors ce que tout le monde veut, c'est que qu'on puisse justement déconstruire déjà toute cette culture du viol, etc. Cette culture plutôt du non-consentement. Voilà. Déjà, apprendre aux autres le consentement. Bref, on peut, via l'éducation, je pense, essayer un maximum l'effet de viol. Ou d'un moment, juste se dire le viol, c'est juste génétique. Déjà, c'est complètement stupide et con. Y a tellement de facteurs en fait qui peuvent amener quelqu'un à faire un acte violent ou un viol ou des agressions sexuelles, et la répression au final elle sert pas trop, parce que peut-être que ça va permettre à certains de ne pas passer à l'acte, mais dans la majorité des cas les personnes vont juste faire un viol. C'est comme en fait ça paraît con, mais déjà le viol est déjà puni par la loi. D'accord. Malheureusement, c'est très difficile à justifier, parce que dans la plupart du temps, il n'y a pas de témoins, etc. En plus, comme dans la majorité des cas, ça touche un proche, c'est encore plus compliqué. Bref, plus des fois, dans certains cas, il y a des effets de sidération qui peuvent entraîner des changements hormonaux, bref, pendant le... Voilà, ce qui peut entraîner des pertes de mémoire ou des difficultés de souvenir. Bref, tout est fait en sorte que c'est très très compliqué pour les victimes de viol ou d'agression sexuelle de pouvoir déjà témoigner. Et en plus, une fois que ces personnes posent plainte, etc., il y a très peu de cas qui arrivent à bout, parce que souvent, ça manque de preuves, et c'est très compliqué. Mais bon. Pour moi, ça doit être la chose la plus importante. Et certains vont me haïr, mais je suis complètement derrière MeToo. Pourquoi ? Parce qu'il remet en place une répression sur la sexualité des hommes qui a été enlevée déjà par la libération sexuelle et qui permet, alors je sais ce que vous allez me dire, mais quitte à choisir, de toute façon il faut toujours choisir un camp, et chacun des camps a des écueils. Et oui, je sais que cet écueil fait que des gens auront leur vie détruite pour rien, mais je sais aussi que les hommes auront peur. Et ça, je pense que c'est l'arme la plus puissante pour contrôler l'attitude de quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. Et je pense que c'est complètement faux. La peur est pas du tout le meilleur moyen pour... non. Et généralement, par exemple, toutes les éducations qui se font par la peur, etc., on se rend compte que ça marche au début, parce que les gens, puis au bout d'un moment, dès qu'ils peuvent partir, ils partent. Et non, ce qu'il faut mieux, c'est expliquer et essayer de
d'anticiper. Et, bref, il y a plein d'autres solutions pour pouvoir éviter que des personnes soient agressées, etc. Concernant le mouvement MeToo, je tiens à préciser que le nombre de fausses accusations, déjà, est extrêmement faible. Voilà. Et après, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà. Je pense que MeToo a été très bien. Ça a permis à beaucoup de femmes de pouvoir parler. Mais malheureusement, un petit peu comme à chaque fois, il y a eu des dérives. Bref. Enfin, et là mon propos sera plus mixte, parce que c'est, comment dire, ça a été prouvé dans plusieurs pays que c'était malheureusement lié aux avancées des droits des femmes, mais c'est aussi principalement lié au capitalisme, les choses que je vais vous dire maintenant. C'est que le niveau de vie a drastiquement baissé, ce qui est logique depuis que les femmes ont accédé au marché du travail. Et au lieu ce qui est logique depuis que les femmes ont, je vais vous dire maintenant, c'est que le niveau de vie a drastiquement baissé, ce qui est logique depuis que les femmes ont accédé au marché du travail. Ok, donc là on va parler de corrélation et causalité. Non, ce n'est pas parce que les femmes peuvent travailler que le niveau de vie a baissé. Non. Ça c'est malheureusement à cause du capitalisme, etc. Est-ce que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Mais c'est global. Ça touche autant les femmes que les hommes, ça touche tout le monde. Ah là là là. Et au lieu de... Et d'ailleurs, on peut très bien être capitaliste et pas être féministe d'ailleurs. Mais bon. Parler de ce problème capitaliste, on se focus principalement sur le féminisme. Quand une femme se voit rejetée parce qu'elle est enceinte, eh bien on appelle ça du sexisme. Quand un homme se fait virer parce qu'il n'a pas un rendement suffisant, on appelle ça rien du tout. Ça s'appelle le capitalisme. Or, oui. Oui, c'est du sexisme. Tout simplement parce que... c'est comme ça. Mais je suppose aussi qu'il y a des femmes qui sont virées parce qu'elles font des manques de rendement aussi. Bref, et même il y a des hommes trans, voilà, qui peuvent être virés parce qu'elles ont une grossesse, parce qu'ils ont une grossesse. Enfin, dans les deux cas, la recherche est la même, c'est celle du profit. Oui, mais ce qui compte, c'est la raison. Ils veulent faire du profit, oui. Mais la raison, en fait, c'est... d'un côté, on a une raison parce qu'il n'y a pas assez de rendement, et de l'autre, parce qu'elle a une grossesse. Est-ce que vous vous souvenez des années 60 où il y avait ces hommes qui avaient des professions totalement lambda, garagistes, boulangers, je ne sais quoi, qui avaient une petite maison à la campagne, 3 gosses et une femme qui pouvait ne pas travailler, vous vous souvenez de ça? Aujourd'hui, même à 2, on ne s'en sort pas et les femmes n'ont plus le choix de pouvoir rester à la maison avec leurs enfants. Ça, c'est pas le féminisme en fait. Je suppose en plus que bizarrement tu votes à droite et je pense que c'est sûrement plus la faute de tes petits copains à droite que du féminisme. Faut arrêter les conneries. Et ça c'est grave. Et je suis désolée pour toutes celles qui sont heureuses d'avoir accès au monde du travail et qui se retrouvent parallèlement, on peut le voir aussi dans Emmanuel Todd, avec des angoisses et des questionnements qui ne les concernaient pas avant et qui aujourd'hui le sont. Mais c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. C'est catastrophique pour nous en tant qu'êtres humains, puisque on est épuisés tous. C'est catastrophique pour les enfants surtout. C'est terrible de n'avoir aucun parent de disponible. Je pense que la plupart des gens qui me regardent le savent. Pourquoi? Enfin, je suis désolé, mais moi, mes 2 parents ont travaillé et ça s'est très bien passé. Faut juste arrêter les conneries. Tout simplement parce que quand on est enfant, on a quand même la maternelle. Enfin, il y a l'école, il y a l'éducation, etc. On ne passe pas notre temps chez nous. Et les femmes et les hommes ont tout à fait le droit
d'aller travailler, de faire une carrière, etc. Mais ces derniers ont aussi le droit, oui, le droit. Après, est-ce qu'ils ont les capacités financières, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient très complexe. Mais comme je le tiens à le signaler, il s'agit plus, c'est pas la faute du féminisme, mais plutôt des capitalistes, voilà, avec tous ces millionnaires qui s'en mettent encore plus les poches, et que, voilà, de toute façon, maintenant, c'est bientôt la fin des classes moyennes. Le SMIC a tellement monté que, les prix augmentent, mais les salaires n'augmentent pas, en fait. C'est triste. Enfin bref, mais sous-entendre que c'est la faute du féminisme, c'est juste complètement bâtard, en fait. C'est faux. Dit d'ailleurs. Et c'est encore pire, puisque ce qui nous attend va encore s'aggraver, au stade où même 2 personnes qui travaillent avec un salaire médiocre ne pourront probablement même pas s'acheter de maison ou d'endroit où vivre. Et après, on parle du fait que la natalité baisse. Vaste blague. Puis j'ai vu aussi ça, et c'était le pire, je crois, l'exemple de femmes qui ont donné des décennies de leur vie à des hommes, qui les ont laissés parce que, forcément, alors oui, je veux faire aussi une vidéo sur le couple, mais qui les ont laissés parce qu'ils ont trouvé une plus jeune, parce qu'ils en avaient marre, parce qu'ils voulaient autre chose, parce qu'ils avaient 30 ans, parce qu'ils avaient toute leur vie, pour quelle que soit la raison, et qui se retrouvent donc à 30 ans à devoir recommencer toute une histoire de vie parce que faire un enfant avec n'importe qui, c'est plus dans nos mœurs et c'est pas du tout une bonne idée, et qui n'ont rien, qui n'ont pas 50% de la maison, 50% des choses, 50% de quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de mariage. Oui. Oui, c'est triste, la vie est dure, mais en quoi c'est la faute du féminisme ? Et l'homme part en ayant pris ce qu'il avait besoin de prendre, sans avoir besoin de justifier de rien. Ça crée une génération d'hommes beaucoup moins, à mes yeux, engagés, réfléchis sur leurs pulsions et leurs sentiments. Et puis, Et là, tu fais comme si, en fait, c'était juste l'homme, en fait. Déjà, c'est complètement un peu sexiste ce que tu dis, parce que tu penses comme si c'était juste l'homme qui fournissait uniquement. En plus, tu as bien dit avant que maintenant, tout le monde est obligé de travailler. Et donc, si les deux travaillent, chacun part de son côté. Et il y a moins... si les personnes déjà sont pas mariées, ça peut faciliter les choses. Des fois, ça peut rendre... Bref, chacun est un peu unique. Et en quoi c'est la faute du féminisme ? La féminisation, c'est la tertiarisation. Et la tertiarisation n'est pas très bonne pour une économie de marché comme on a. D'ailleurs, j'avais pensé à cet exemple qui m'avait fait rire parce que j'ai vu le Titanic l'autre jour et il y a cette scène où Rose et sa mère, donc Rose doit se marier avec cet homme super riche. Titanic, pour la tertiarisation. Et sa mère lui dit mais tu vas faire quoi en fait ? Tu veux que je devienne couturière ? Et elle lui dit après, nous les femmes, nous avons peu de choix dans ce monde. Mais elle aurait très bien pu être couturière, comme les hommes se cassaient le dos dans des usines et crevaient la dalle. Ou comme il y a des siècles, tout le monde travaillait au champ, parce qu'il n'y avait pas le choie. Et donc ce que ça veut dire, c'est que finalement, pour que les femmes accèdent au travail, il faut des travaux tertiaires qui ne nécessitent pas de force physique. Non, c'est complètement faux. En fait, ce que tu dis, c'est complètement sexiste et ça va contre le féminisme. Le féminisme dit que toutes les personnes, de toute façon, qui travaillent dans des usines, etc., il y a plein de femmes qui travaillent dans des usines, il y a plein de femmes qui travaillaient dans le primaire et le secondaire. Faut juste arrêter les conneries, d'accord ? Les femmes en sont tout à fait capables. Oui, il y a une différence de force entre les hommes et les femmes. Mais cette différence-là ne justifie pas qu'elles soient incapables de faire ce que les hommes peuvent faire. Peut-être plus difficilement, mais travailler en usine, etc., elles peuvent le faire. Et je suis désolé, juste dire que les femmes ne sont capables que de faire des boulots tertiaires, c'est juste un des trucs les plus sexistes que j'ai jamais entendu de ma vie. Trop cool. Encore une fois, moins, même si encore une fois, elles travaillaient au champ avant, donc bon. Ça se débat. Mais donc finalement, en fait, le fait que les femmes accèdent au travail, on peut vraiment se demander si c'est vraiment le succès du féminisme ou plutôt le succès du capitalisme qui a eu exactement ce qu'il voulait. De la main-d'œuvre et de plus en plus de recettes. C'est lourd, hein, de faire comme ça, parler, de dire le féminisme et le capitalisme, c'est la même chose. Non, c'est complètement différent. D'accord ? Et oui, c'est bien parce que, maintenant c'est un peu plus, mais ce qui est important, c'est de donner le choix aux femmes de pouvoir faire ce qu'elles veulent. D'accord ? C'est pas compliqué à comprendre, non ? Et enfin, je vais conclure sur cette idée de patriarcat.
Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite si la France est un patriarcat ? Dans son livre Emmanuel Todd, Où sont-elles ? Il note qu'il y a à peu près 70% des sociétés qui sont globalement égalitaires et une vingtaine qui sont à matridominance. Je vous laisse deviner où sont les autres. Ce qu'on peut voir principalement, par contre, et qui a été donc montré par Emmanuel Todd, c'est que le patriarcat, l'emprise, toutes ces formes de choses sont beaucoup plus présentes là où il y a beaucoup d'argent, donc des gens qui ont beaucoup d'argent. Là, en effet, il y a une augmentation de la maltraitance des femmes et d'un rabaissement de leur état. Pour moi, la France a atteint le paroxysme. Il y a plus de bacheliers filles que de bacheliers garçons, ce qui m'a beaucoup fait rire quand dans mon master, une fille voulait faire une étude sur le fait que les femmes réussiraient moins bien dans les études. Bref, pour vous dire à quel point ça infuse cette idée que les femmes sont soumises et cassées, bref. Ah non, la vie c'est plus compliqué que ça en fait. C'est pas juste en fonction des études, c'est... Enfin, oui, il y a encore de la discrimination en fonction des femmes. Par exemple, au niveau des grandes écoles, etc. Oui, il y a plus de femmes qui passent dans leurs études. Bref, il y a plein d'explications à cela, mais bref. Pour revenir à ce truc comme quoi dire oui, si la France est le patriarcat, qu'est-ce que c'est que l'Arabie Saoudite ? C'est le patriarcat aussi, mais en fait, vous voyez, le patriarcat c'est une forme complexe et en fonction des sociétés dans lesquelles on vit, il se présente de différentes manières. Le patriarcat en France est beaucoup plus diffus et beaucoup moins important, par exemple, qu'en Arabie Saoudite, où il y a en plus du patriarcat, il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à la religion, voilà. Donc une religion qui est déjà plutôt misogyne. Bref. Mais oui. En fait, le patriarcat, c'est pas des hommes en fait qui complotent de leur coin. C'est une structure complexe et ce sont des choses qui, dans la culture et la morale, sont un peu figées. On entend souvent dire, par exemple, ce qu'elle sous-entend, par exemple, certains métiers seraient uniquement réservés aux hommes, etc. Ça, c'est du patriarcat. Parce que c'est une idée qui est majoritairement perpétrée par une grande partie de la population, de façon interne, bref, et qui va en l'encontre des femmes. Et pour ceux qui diront oui, mais elles ne font pas d'études scientifiques, elles ne font pas ça, en Suède, qui a quand même une égalité, une équité, tout ce que vous voulez d'absolument parfaite, on reste quand même sur des 90% de femmes dans l'éducation et dans les soins. Et c'est là... En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est une différence entre faire les lois pour qu'il y ait l'égalité et le temps que les morales changent, le temps que l'éducation change. Parce que oui, vous vous dites, oui, 90%, par exemple, en Suède, se retrouvent dans les domaines médicaux, etc., malgré qu'il y ait des lois pour l'égalité. Oui, et parce que justement, il n'y a pas encore... il y a ce temps entre la loi et promulguée, et il y a le temps entre ce que les personnes... la morale évolue, change, puis il a le temps pour que les œuvres auxquelles on est touché, le cinéma, etc., changent, et une fois que tout aura changé, on verra le nombre de femmes, le nombre par exemple de la répartition peut-être entre les hommes et les femmes en fonction des métiers évoluer, mais ça prend du temps. Tu sais pas du jour au lendemain on va faire une loi et le lendemain ça sera bien, tu vois, il y aura l'égalité partout. Non, ça marche pas comme ça, hein. Il y a toujours une inertie et le temps que les morales et les choses changent, ça prend beaucoup plus de temps que juste faire une loi. En fait, que aussi mon discours s'est complètement séparé du féminisme actuel, c'est que moi je considère que oui, il y a des choses qui, de manière inhérente aux femmes et d'autres qui sont inhérentes aux hommes et qui font qu'on a une plus grande proportion à faire ceci et faire cela. Et que ce n'est pas l'éducation qui fait ça, parce que croyez-moi que dans les salles de classe, on en tartine des caisses, et d'ailleurs tant mieux, mais parfois, mais on en tartine des caisses sur l'égalité des hommes et des femmes, sur le fait que oui, un garçon peut jouer avec une petite fille, qu'elles peuvent jouer au foot, que machin, que truc. Croyez-moi, on en parle du matin au soir. C'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Non. Alors, ce que tu ne comprends pas, c'est que la majorité de l'éducation, toi, tu en as peut-être entendu parler dans les discours, les trucs machin, mais quand tu regardes les films, les jeux vidéo, les trucs comme ça, même, ça paraît con, mais quand tu vois des trucs, les catalogues des jouets pour les enfants, il y a une catégorie avec des liserés bleus pour les garçons et un truc avec les liserés roses pour les filles. Déjà, rien que ça, tu pourrais dire,
on pourrait juste faire un catalogue avec pas rien qui soit... Pas de catégorie fille-garçon, tu vois. Mais il y a tellement de choses, en fait, qui sont ancrées en nous par l'éducation, parce que aussi ce qu'on fait par mimétisme. Si la génération d'avant avait des genres... voilà, des très gros stéréotypes de genre, bah on va reprendre un petit peu. Et puis, au fur et à mesure des générations, peut-être que ça va... les stéréotypes de genre vont peut-être se diluer de petit à petit. Mais il faut arrêter de penser en fait que parce qu'on dit des trucs en cours, bah c'est le cas pour tout le monde et que paf du jour au lendemain tout change. Non, l'égalité elle est encore très loin, tout simplement parce que même il y a énormément d'inertie à travers la culture, la morale, etc. et que ça prend du temps. Et que le pire, c'est que les personnes qui font les lois, etc., bah elles sont carrément à la traîne de ce côté-là. Enfin bref, je pense qu'on va arrêter là. Il y a eu ce discours complètement horrible sur le viol. Enfin bref, j'espère que ça n'a pas été trop dur. Mais bref. Non, en fait, t'as pas compris ce que c'était être féministe. Voilà. Bon, je vous fais des bisous.